Bonjour à toutes et à tous. Tous nos voeux pour cette nouvelle année. Beaucoup de courage, il nous en faudra visiblement. Ce qui se profile n'est pas forcément un océan de lait et de miel. On commence fort, puisqu'on commence sur l'islam politique avec François Burgat. Je dois dire, je dis rarement ça parce que j'essaie de ne pas être trop subjectif, mais je dois dire que c'est un des livres qui m'ont le plus fasciné depuis très longtemps. C'est à la fois une biographie, une autobiographie politique, et François nous invite dans le Maghreb, en Égypte, au Yémen, en Syrie, etc. Donc on le suit, c'est pas un parcours touristique, c'est un parcours de découverte politique, linguistique aussi. Donc ça, c'est un grand atout du livre. Du coup, on comprend beaucoup mieux la pensée de François, enfin, qui est une pensée relativement connue, sur l'islam politique aujourd'hui et sa place. Et puis, in coda venenum, on disait de mon temps, en latin, il y a un chapitre de conclusion très polémique. Et ça fait plaisir parce que c'est de la polémique politique, c'est pas de la polémique personnelle, mais qui permet de comprendre les enjeux des débats qui existent aujourd'hui, en particulier avec Gilles Kepel, évidemment, ça va de soi, mais aussi avec Olivier Roy. On est dans le débat des chercheurs d'aujourd'hui, quoi. Alors, on va utiliser la même méthode que d'habitude. Donc, François aura, disons, un maximum de 30 minutes pour présenter son livre. Et puis ensuite, il répondra à vos questions. Voilà. Et je vous prie de ne pas trop l'épuiser parce qu'après, je dois l'interviewer. Donc, il faut qu'on arrive à faire tout ça dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, François, c'est à toi. Merci beaucoup, Dominique. Merci, merci à l'Erimo d'exister et on lui souhaite, autant qu'à nous, une longue vie. C'est une structure qui est importante. On est nombreux, mais pas très nombreux ici, mais il faut savoir que par la vertu de cette petite caméra, c'est plusieurs milliers d'auditions. Je pense qu'avec Myriam Benrad l'autre jour, c'est 14 000, 15 000. Donc, on sort quand même de la confidentialité des rencontres associatives. Et c'est évidemment une très, très bonne chose. Donc, merci de m'accueillir. J'ai voulu, évidemment, dans toute la mesure du possible, non pas renouveler les genres, parce que, depuis 30 ans, je dis à peu près la même chose, mais c'est un petit peu la démarche de ce livre. Dans ce livre, je savais que j'allais redire la même chose. Et je me suis dit, il faut donc trouver un autre moyen de le redire. Et donc, au lieu de dire, je vous assure, ma construction de l'islam politique, c'est ça et ça, c'est l'introduction. J'ai essayé de montrer qu'est-ce qui m'était passé par l'esprit pour m'amener à avoir cette configuration analytique. Et dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, je ne veux pas reprendre le terrain sur lequel je me suis le plus exprimé, parce que c'est les questions qu'on me pose. Mon autonomie de pensée par rapport aux approches dominantes, est-ce que je suis plutôt pour la radicalisation de l'islam ou pour l'islamisation de la radicalité? Bon, ça, vous googlez, vous allez trouver expliqué aussi clairement que possible à l'écrit ma posture. Là, j'ai voulu vous donner un échantillon de ce qui m'est passé par la tête et ce qui m'a amené à raisonner comme je le fais sur cette problématique générale de l'islam politique. Et là, j'ai extrait 3 thématiques. La relation de la culture religieuse à la mobilisation politique. Pourquoi il est extrêmement difficile de mobiliser politiquement si vous vous coupez de la culture intuitive des acteurs. Et je prends 2-3 petites démonstrations. Ensuite, et peut-être je commencerai par ça m'obligera. Je surestime toujours le nombre de mes neurones, donc des fois je me perds un peu dans le plan. Mais je voudrais parler de ce mécanisme de la division sectaire
entre sunnites et chiites, mais aussi entre toutes les autres, l'opposition radicale entre les appartenances primaires. Et je voudrais montrer, je vais tout dire même avant de commencer, qu'on attribue parfois beaucoup trop d'importance à l'autonomie des oppositions sectaires. Moi, je vais montrer que quand on est ensemble et qu'on s'oppose à un pouvoir illégitime, on se serre les coudes. On n'a pas tendance à exacerber nos divisions. L'union fait la force. Qui c'est qui fait la division? C'est le monsieur en haut. Et ça, dans le cas du Yémen, c'est extrêmement explicite. Et puis, bien sûr, le Yémen est aussi un territoire d'école pour d'où vient la radicalisation. Comment se fait-il que tout d'un coup, dans une société, des gens prennent la Kalachnikov et disent au nom d'Allah? Et là, je veux montrer 2-3 cas d'espèces qui nous montrent, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, que Bloody Borders of Islam, par M. Huntington, les frontières sanglantes de l'islam, ou, comme le disait un de mes contradicteurs récemment sur France Culture, vous me rappellerez son nom, je ne veux pas le prononcer, mais le djihad offensif, quand vous faites le bilan des performances du djihad offensif à l'échelle de l'histoire contemporaine, ne vous amusez surtout pas à les comparer avec les performances des armées précédées des missionnaires. On joue à 1 contre 20. Hein, et le Yémen nous donne des exemples très, très éloquents du fait que la radicalisation, y compris la radicalisation sectaire, a toujours été un écho d'une ingérence extérieure. Très souvent occidentale, mais pas seulement. Pas seulement, les Iraniens, s'ils s'y mettent, ils peuvent aussi générer, mais il y a une ingérence extérieure pour que les mécanismes de régulation interne de la société ne remplissent plus leurs fonctions et qu'émergent des formes extrêmes d'appropriation du politique. Alors pour commencer, je vous emmène dans une prison. Alors je sais, c'est à la mode. Il y a un certain nombre d'experts du djihadisme qui n'ont pas toujours l'occasion de rencontrer des musulmans dans un espace convivial. Donc, ils vont les voir en prison. L'avantage, c'est que le musulman ne peut pas s'échapper. Donc là, on peut faire des interviews. Non, je pense à personne en particulier. Mais je vous emmène dans une prison des années 50 au Yémen pour vous montrer la complexité du mécanisme de la division sectaire et de la modernisation politique. Au Yémen, on amène sa nourriture, c'est les parents qui viennent amener la nourriture en prison, il n'y a pas d'intendance. Et donc, des pots de salta et de viande arrivent dans la pièce commune et on se répartit la nourriture. Et là, il y a un prisonnier qui est d'une confession tout à fait originale, pas complètement à cette époque, mais qui serait très très rare maintenant, c'est un prisonnier juif. Et les prisonniers musulmans, en l'occurrence sunnites, mais ça n'a pas d'importance dans ce contexte-là, lui disent « on bouffe ensemble ». Et lui dit « pas question, je ne partage pas ma nourriture avec des musulmans ». Oh, attendez. Alors les autres lui disent « mais tu te rends bien compte ce que tu es en train de nous dire? Nous sommes en train de lutter contre un pouvoir autoritaire. Nous sommes en train d'essayer de nous unir pour lutter contre un tyran. Et toi, tu viens enfoncer le clou qui nous a divisés. Parce que le pouvoir de l'imam, tu le sais très bien, c'est un pouvoir qui nous divise. Pas vraiment les juifs. Les juifs n'étaient pas des acteurs politiques suffisamment importants pour qu'ils soient l'enjeu de la stratégie de l'imam. Mais les chafi'ites contre les zaïdites. Les chiites contre les sunnites, pour faire simple. Alors le juif réfléchit bien et il dit bon d'accord, on bouffe ensemble. Et puis après il se reprend et dit non, pas la viande. L'histoire continue. Le directeur de la prison fait appeler, alors on y viendra sur les acteurs qui étaient en prison à cette époque dans les années 50, c'est ceux qu'on appelait les libres. C'était des intellectuels qui avaient lancé le processus de modernisation politique du Yémen et qui avaient échoué, et on va voir pourquoi, en 1948, à faire ce qu'ils avaient appelé une révolution constitutionnelle, en imposant des limites constitutionnelles au pouvoir absolu de l'imam zaïdite. Le directeur de la prison appelle le libre, l'intellectuel modernisateur qui veut abaisser les frontières sectaires, et lui dit « J'apprends que tu manges avec les juifs ». Et là, dans cette anecdote, on a à peu près tout.
On a d'abord le fait, c'est bon de le rappeler, que le repli sectaire d'un individu sur son appartenance primaire n'est pas inhérent à la religion musulmane. Ça arrive à tout le monde. J'ai moi-même assisté au Yémen à une scène où notre accompagnateur s'est fait engueuler et on a très bien compris qu'il se faisait engueuler parce qu'il avait mangé avec des chrétiens. Mais en 1999, pas en 1950. Ça peut arriver, ça arrivait encore dans certains replis. Je ne vous laisse pas croire que des attitudes de repli sectaire de chrétiens refusant ça existe également. Donc, on apprend du début de cette anecdote que ça arrive à tout le monde de se replier sur des rites alimentaires inhérents à son appartenance primaire. On apprend que la dynamique de modernisation politique s'est alimentée de l'ambition explicite d'abaisser les barrières confessionnelles. Et au Yémen, c'est très, très, très visible. Alors, comment fonctionnait l'imam zaïdite ? L'imam zaïdite était le zaïdisme. L'imama, c'était l'expression politique d'une doctrine religieuse qui aboutissait au fait que ne pouvait être leader du pays, imam, que celui qui appartenait à la confession zaïdite. Donc c'était un système qui était fondé sur la ségrégation politique des non-zaïdites. Et donc la magie politique de la modernisation entre les deux leaders yéménites qui ont porté la modernisation, qui sont Mahmoud Zoubeiri et Ahmed Mohamed Nourman, un zaïdite et l'autre sunnite, c'était d'abaisser la barrière confessionnelle qui divisait le pays. Pour vous donner un exemple des termes de cette division confessionnelle du pays par l'imam zaïdite, je voudrais donner la parole un instant justement à Ahmed Mohamed Nourman, qui est un des héros de la modernisation. C'est amusant de voir comment lui, il l'exprime. Il dit, eh bien, l'État n'avait pas... le dénigrement religieux faisait partie des armes politiques de l'opposition, puisque la division sectaire interdisait l'accès au pouvoir des chaféites. Et je cite Ahmed Mohamed Nourman, l'un des deux libres qui explique comment fonctionnait l'imam zaïdite. Au temps de l'arriération qu'ils ont combattue, l'homme considérait celui qui ne suivait pas la même école que lui comme un athée, un peu comme le communiste regarde aujourd'hui le religieux pratiquant et réciproquement. Celui qui ne suivait pas le même rite ne méritait aucune place sur terre, l'intolérance était très forte, les différences de nature religieuse entre le zaïdisme et le chaféisme étaient en fait extrêmement minimes. Mais on y tenait. On faisait toute une affaire de ses appartenances, un peu comme on le ferait aujourd'hui pour des partis politiques. Le pouvoir était aux mains des zaïdites et ils firent de ce confessionnalisme un élément de ce pouvoir. En tant que zaïdites, ils avaient le droit de détenir le pouvoir ou d'y participer. Mais il n'en allait pas de même pour les chaféites qui avaient seulement le droit de demeurer agriculteurs, de trimer, de se fatiguer à donner de l'argent au gouvernement zaïdite. Les méthodes d'extorsion de l'impôt étaient l'un des principaux instruments de cette confessionnalisation de la domination politique. Le pouvoir n'avait pas de ressources, où pouvait-il les prendre ? Le paysan qui cultive sa terre devait donc payer 1/10 de ses récoltes. En réalité, il reversait souvent tout ce qu'il récoltait, et parfois même plus encore. Il lui fallait vendre ses biens pour pouvoir satisfaire les exigences de l'État. À défaut, les soldats de l'imam, qui se considéraient comme en terre de djihad chez les mécréants, s'installaient au domicile des débiteurs et se faisaient nourrir avec ses volailles et ses œufs que le paysan pauvre ne pouvait lui-même s'offrir qu'une fois l'an. De leur côté, les chaféites stigmatisaient eux aussi les zaïdites en tant que mauvais musulmans illégitimes. Et l'une des façons de le faire était de dire... Ils prenaient prétexte que la Kaaba n'a que 4 côtés, comme les 4 écoles juridiques, et qu'il n'y avait donc pas de place pour le zaïdisme. Et que répondaient les zaïdites ? Ils répondaient « Nous, on est le toit de la Kaaba ». Voilà l'exemple de polémique. Donc la modernisation politique s'est toujours inscrite comme une dynamique qui relativisait les divisions sectaires et qui ne les instrumentalisait pas. Et à l'opposé, je suis obligé de raccourcir, je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. À l'opposé, on va voir systématiquement le pouvoir réinjecter la confessionnalisation dans le tissu politique.
pour bénéficier de la division. Juste, même si je raccourcis beaucoup, la magie du Yémen, c'est qu'après la guerre républicaine qui, de 1962 à 1970, met fin à cet imama zaïdite au bénéfice d'une république, bon, elle est un peu boiteuse, elle est un peu accouchée au forceps par l'intervention égyptienne, elle n'est pas complètement endogène, mais elle va abolir la division sectaire, elle va énoncer des principes donc d'accès aux politiques qui sont universels. Eh bien, on va voir ce phénomène étonnant que la division sectaire va disparaître au point que le grand parti d'opposition, dont on sait qu'il est d'inspiration des frères musulmans, donc sunnites, va rallier les chefs de tribus zaïdites. Donc la barrière confessionnelle au Yémen, elle tombe. Qui est le fils de... qui va la réinjecter, la confessionnalisation, dans le tissu politique? C'est le président Ali Abdallah Saleh, indiscutablement. Il y aurait beaucoup d'exemples à donner, mais je vais donner les principaux. En 2006, il se passe au Liban et en Israël le énième conflit qui voit la résistance de Hezbollah être plus efficace que jamais par le passé, et la gloire du Hezbollah faire de l'ombre à tous les leaders sunnites de la région qui n'en ont pas fait le 10e dans la lutte contre l'État hébreu, qui est la source de légitimité. Et donc, tous les leaders sunnites ont peur de l'aura du Hezbollah, et ils vont employer une bonne vieille technique pour faire baisser un peu l'enthousiasme. Ils vont rappeler solennellement « Attention, c'est des chiites ». Et cette opération, on va la voir se manifester de façon très explicite au moment de l'exécution de Saddam Hussein. Le 31 décembre, la délicatesse des Américains avait fait qu'ils avaient choisi le jour de l'Aïd, c'était d'un chic absolu. Et j'étais au Yémen juste après, je résidais plus au Yémen, mais j'y suis passé juste après, où on voyait des affiches qui rappelaient que le lion du sunnisme, Saddam Hussein était devenu le lion du sunnisme, avait été assassiné par des chiites. Quel était le message? Le message, c'était « Vous êtes sûr, vous voulez vous enthousiasmer pour le Hezbollah et ses performances dans la résistance anti-israélienne ». Donc, on voyait déjà le pouvoir confessionnaliser une résistance. Il l'avait fait déjà 2 ans avant. 2 ans avant, c'est le début de cette mobilisation des Houthis. Vous avez entendu parler, la rébellion qui maintenant est au pouvoir, etc. Et donc... alors les Houthis, on va les retrouver, mais je n'aurai pas le temps dans la trajectoire de la radicalisation. Les Houthis, ce sont des gens qui, après que Ali Abdallah Saleh se soit laissé tordre le bras dans le dos par les Américains, leur ait ouvert les clés de tout l'appareil d'État et sécuritaire, ont commencé à lui dire « Oh, minable, tu as cédé sur tout ». Ce n'était pas du tout une revendication sectaire. Ce n'était pas du tout « on veut l'imama » ou je ne sais pas quoi. Mais lui, pour les faire taire, ne pouvant pas accepter l'universelle modernité de leurs revendications politiques, il a dit « Vous êtes des sales zaïdites, vous voulez l'imama, et vous êtes soutenus par l'Iran ». Donc il va confessionnaliser les oppositions. Il va faire d'ailleurs de même, ce n'est pas sur le terrain confessionnel, mais quand des officiers de l'armée du Sud-Yémen vont dire « Eh oh, notre retraite, il serait peut-être temps de nous la payer ». Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire « Ben oui, il va dire « Vous êtes des séparatistes ». Vous vous en prenez à l'union du territoire. C'est-à-dire, on dissout les contradictions dans leur opposition supposée aux fondamentaux de la nation. Les Houthis disent « vendu aux Américains », il répond « sale chiite ». Si ça s'arrêtait là, on pourrait dire « c'est juste une erreur de parcours ». Mais Ali Abdallah Saleh, quelques années plus tard, quand le processus qu'on a appelé le printemps yéménite, comme le printemps tunisien ou égyptien, aboutit dans des circonstances que l'on n'a pas le temps d'expliciter aujourd'hui à sa déposition et qui veut retrouver le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle qu'il est zaïdite, parce qu'il est zaïdite. Il se rappelle qu'il est zaïdite et il va se servir du cheval de Troie de la révolte des Houthis, à laquelle il va apporter les pans entiers de l'armée qui lui sont restés fidèles. Elle est, on dit, je n'ai pas vérifié, 32 milliards de dollars de son trésor de guerre. Et c'est ça qui va permettre aux Houthis de prendre le contrôle militaire du pays. Si la guerre au Yémen est avant tout une guerre contre-révolutionnaire, elle n'est pas en priori une guerre sectaire.
on pourrait multiplier, mais je veux qu'il me reste du temps pour les autres exemples. Les leçons sont très claires. La radicalisation sectaire se fait, j'avais fait un horrible jeu de mots, par le autoritarisme. Ce sont les autoritarismes qui réinjectent le poison de la division sectaire, pas les opposants. Alors vous me direz, oui, Daesh, bon, on fera en ultime d'un scénario, on peut voir les oppositions se diviser. Mais la matrice initiale des révoltes contre des systèmes politiques illégitimes, elle est unitaire. Hein, c'était Al-Sha'ab Souri, Wahid, Wahid, Wahid. Tout le temps, on affirmait l'unité du peuple, on surmontait les divisions sectaires, et qui c'est qui jouait? Évidemment, le cas syrien est absolument explicite. Qui c'est qui voulait sunniser la révolte, hein, et confessionnaliser, diviser la société sur une... Et ça, c'est vraiment une matrice analytique qu'il faut garder. Et je dirais, ça rend optimiste. Parce qu'on voit que les divisions sectaires ne sont pas les moteurs de l'histoire politique de la région. Mais par contre, l'instrumentalisation des divisions sectaires, oui. Et une fois qu'on a mis le feu, il y est le feu. Ne me faites pas dire qu'il n'y a pas maintenant une fracture sectaire dans cette région. Mais revenons quand même aux conditions dans lesquelles elle s'affirme. La prégnance du lexique religieux dans la mobilisation politique, c'est assez amusant de rappeler... On va entrer par la porte d'une anecdote brutale. S'il y a eu une république au Yémen, c'est qu'a été créé un parti qui a permis de mobiliser les tribus au service du projet républicain et donc de les détourner du soutien aux royalistes. Ces tribus qui étaient, on dit, dont les leaders étaient un peu analphabètes politiques, on dit pour rigoler, j'ai jamais vérifié, mais qu'ils ont pensé pour la plupart d'entre eux que Dimokratia, c'était le nom d'une des épouses de Nasser. Hein. Donc la démocratie, ça ne faisait pas complètement sens politiquement. Alors quand l'un des leaders, Mahmoud Zoubairi, se dit « Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on ne recommence pas l'échec qu'on a eu en 1948, où toutes les tribus nous ont trahis parce que l'imam a dit « Ces gens-là veulent raccourcir le Coran ». Une fois que l'imam Yahya a employé cet argument massu, les libres ont au programme de raccourcir le Coran. Les tribus ont basculé dans le camp de l'imam et sont allés écrabouiller les libres au terme de la révolution de 1948 que j'ai brièvement évoquée. Alors Mahmoud Zoubairi se dit « Comment je vais faire pour mobiliser ces fichues tribus et qu'elles acceptent de venir soutenir la révolution ?» Et alors il chevauche, il est dans la campagne et il emploie une image qui montre que le Yémen est déjà moderne. Il dit les manches de sa chouismou, jebba, ou de son vêtement se gonflaient comme une manche à air sur un aérodrome. Et il chevauchait un âne, c'est pas très noble, mais c'est un âne. Et il dit tout d'un coup, Eureka, j'ai trouvé, je vais créer Hezbollah. Qui dans ce pays osera se dire contre le parti de Dieu? Et donc au Yémen, le premier Hezbollah, il est créé en 1964 et il va servir de réceptacle à la mobilisation modernisatrice des tribus contre l'imamat théocratique. On voit là la complexité du réflexe qui dit il y a de la religion, donc il n'y a pas de modernisation politique, c'est la catastrophe. Non, c'est juste un tout petit peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui s'était passé en 1948? Encore une fois, le projet modernisateur des libres, il avait une autre dimension paradoxale. Il était influencé par les frères musulmans égyptiens. Donc, dans le lexique, je dirais, de Caroline Fourest, normalement, frères musulmans, c'est on saute sur sa chaise, on se sauve. Là, dans ce contexte historique, ce sont eux qui font l'effort. Et j'aime beaucoup, beaucoup citer quelqu'un qui maintenant est mort, qui est un des deux leaders de l'Islah, donc ce parti d'obédience, frères musulmans, qui était le réceptacle de l'opposition à Ali Abdallah Saleh, qui me disait, je le cite largement, mais dans un ouvrage précédent, L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, partout dans le monde, les frères musulmans, dans le monde arabe, les frères musulmans, François, ont cherché à introduire l'islam dans les constitutions. N'oubliez pas l'islam. Nous, au Yémen, on a introduit la constitution dans l'islam. Puisqu'effectivement, leur rôle historique
avaient été complètement antinomiques au sens commun de leur représentation, puisqu'ils avaient essayé de limiter l'absolutisme théocratique de l'imam en imposant une charte, ça c'est le mot constitutionnel, bon, elle s'appelait quand même Muqaddas, elle était sacrée, mais une charte sacrée qui était quand même une charte constitutionnalisant les pouvoirs de l'imam et donc mettant fin à son pouvoir théocratique. Hein. Donc ça c'est juste 2 petits clins d'œil. On pourrait dire plein d'autres choses aussi sur cette tension dans l'appropriation des ressources religieuses en termes de mobilisation politique, puisque la modernisation au Yémen du Nord, mais le Yémen du Nord, sans être méchant pour le Sud, c'est la partie la plus importante démographiquement, historiquement du Yémen. Le Yémen du Nord n'a pas connu de colonisation, à la différence du Sud qui a connu les Anglais. C'est pour ça que c'est horriblement compliqué de faire une conférence sur le Yémen, parce qu'il faut tout diviser par 2, reprendre. Mais au Sud, ce n'était pas comme ça. Bon. Et ce qui s'est passé au Nord, c'est que la modernisation politique est arrivée par des médiateurs qui étaient musulmans. Pour certains d'entre eux, les Ottomans, qui étaient arabes et musulmans. Pour la plupart des autres, les visiteurs irakiens, libanais, algériens, Foudail Wartilani, tunisien, Tharlabi, le fondateur du Destour, qui va voir. Et donc, il fallait que l'identité, l'ethnicité ou l'identité nationale se réapproprie des interprétations de la référence religieuse pour s'affirmer. Et un des terrains sur lesquels s'affirmait la spécificité yéménite, c'était que pour engueuler les Ottomans, pour les discréditer politiquement, on les traitait de sales porteurs de pantalons. Porteurs de pantalons, donc les codes vestimentaires suffisaient à illégitimer l'appartenance religieuse de celui qu'on voulait discréditer. Et cette histoire de pantalon, elle est très très intéressante parce que je l'avais déjà rencontrée au Soudan, et encore une fois, de la part des frères musulmans, dans l'attitude, eux, de modernisateurs. Les porteurs de pantalons, ce n'étaient pas les Ottomans, c'était les frères musulmans. Les frères musulmans, enfin des gens plutôt assimilés aux frères musulmans, me disent, nous, on allait se battre, entre guillemets, on faisait des disputatio contre les gens des confréries soufis, qui étaient la matrice de l'appartenance politique au Soudan. Et l'une des questions qui revenait souvent, on nous disait, qu'on ne peut pas faire la prière avec le pantalon. Et nous, on disait, ça, c'est des chacliettes, c'est des choses formelles. C'est pas ça, le vrai sens de l'appartenance religieuse. Et on voyait donc bien déjà les frères musulmans, ceux qu'on nous dépeint comme les gens qui veulent ramener la société au Moyen-Âge, dans des postures qui étaient au contraire en tension avec l'appropriation traditionnaliste de la référence religieuse. Il me reste combien de minutes ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. 2, 3, oui. 2, 3, la radicalisation, il est méchant. Hein. La radicalisation, bon tant pis, je vais faire très très bref et on pourra y revenir dans l'histoire du Yémen, l'émergence de composantes radicales malliant la Kalachnikov et disant vive Dieu, elle est toujours liée à une ingérence extérieure. Elle est d'abord, c'est la moins connue, les tout premiers djihadistes, ce sont des gens qui réagissent à la dérive marxisante du régime du Sud, sous influence soviétique. Alors là, ce n'est pas une pénétration directe, sous influence soviétique indirecte. D'où vient le marxisme des régimes yéménites du Sud? Il vient des dockers du port de Aden, qui étaient des militants CGT, et qui étaient plutôt à gauche. Et donc la culture politique de ceux qui vont former les seuls régimes qui, dans toute l'histoire du monde arabe, font un usage explicite de la référence marxiste, c'est les dockers britanniques, ou ayant socialisé avec les Britanniques du port de Aden. C'est les premiers djihadistes. Quand on va imposer... Moi, j'étais à Aden quand les femmes avaient des manches courtes, je ne dis pas des décolletés, mais un système vestimentaire totalement différent à ce qu'était le reste de l'environnement. Quand la tension va se créer à un point tel avec le centre de gravité de la société, on va avoir les premiers djihadistes qui vont demander le rétablissement des droits de la culture, de la homemade culture, qui est religieuse. D'accord ? Après, la seconde génération des djihadistes, évidemment, ils sont en écho, on a Ben Laden, ils sont en écho avec l'irruption soviétique en Afghanistan. La troisième, ils sont en écho direct avec l'irruption américaine dans la péninsule arabique. Avant même le 11 septembre, c'est le US Call.
Et le US Call, même si je déborde d'une minute, je ne peux pas rappeler que c'est le US Call qui a donné l'occasion à Clinton de formuler pour la première fois le logiciel imbécile de la réponse occidentale au terrorisme. Le US Call, c'est un bateau américain qui est le destinataire de l'attentat dans la baie de Aden. En 2000, ce bateau participait à l'embargo dont nous savions qu'il avait fait plusieurs centaines de milliers de morts parmi les enfants de l'Irak. Madeleine Albright n'avait même pas osé démentir cette statistique, d'accord ? Et Clinton vient à l'enterrement et Clinton dit « Nos jeunes marins, 17 marins, sont morts. C'était parce qu'ils étaient des adeptes de liberty and freedom. » Non pas parce qu'ils participaient avec un bateau de guerre à un embargo mortifère, d'accord ? Donc, on a la pénétration américaine de la péninsule et après, on a la pénétration américaine du Yémen. À partir de 2011, on a... Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai retrouvé un lien qui dit le nombre de civils tués par les drones américains est supérieur à toutes les casualties des groupes radicaux. Il y a 2000 exécutions extrajudiciaires. Hein. Moi, j'ai pu me trouver en 2014 dans la banlieue de Sanara où une dame, et je dis parfois comme vous et moi, c'est-à-dire pas une dame... avec un niqab. Elle dit, mais François, ils sont en train de nous rendre fous. Mes enfants, ce matin, à 10 km d'ici, au carrefour de Taez, ils ont entendu les drones qui tournaient. Hein, un drone, quand vous entendez un drone qui tourne, ça veut dire que dans la minute qui vient, vous pouvez être mort. Et il y a eu 2000 exécutions extrajudiciaires assorties d'énormes quantités de civils tués. J'ai vu le chiffre dans toutes les guerres du Proche-Orient, il y a entre 4800 et 5000 personnes qui sont tuées par des drones au cours de... Bon, je veux vérifier ces chiffres, c'est très facile. Vous faites victime des tirs de drones. Donc, on a... Alors, évidemment, on pourrait continuer. Les Russes ont fabriqué des djihadistes en tant que Russes, plus en tant que Soviétiques, en Syrie. Et les Iraniens en ont fabriqué. Mais il est extrêmement facile de démontrer que la radicalisation peut toujours, à l'échelle de l'histoire contemporaine, être corrélée avec une ingérence extérieur, le plus souvent occidental. Hein. Et donc, on en est où des Bloody Borders of Islam On en est où des Bloody Borders of Islam, du djihad offensif Statistiquement, il n'y a pas d'assises factuelles qui permettent d'employer cette référence qu'a employé Huntington et que mon ami Gilles me balançait à la figure l'autre matin avec son copain Finkielkraut en me disant « Oui, mais il y a le djihad défensif, mais le djihad offensif, vous en faites quoi ?» Sortons nos calculettes. Sortons nos calculettes. On démarre, je vous fais cadeau des croisades, on commence par l'Amérique latine, après on monte en Amérique du Nord, hein. Après vous me mettez toutes les guerres coloniales. Le nazisme n'était pas particulièrement une guerre faite par les musulmans, c'était peut-être pas complètement une guerre chrétienne, mais bon, je ne sais pas. Hein. Et puis le stalinisme, certes, c'était pas particulièrement, mais ça s'est déroulé dans des pays musulmans, contre des musulmans, etc. etc. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'assise factuelle à l'idée que la radicalisation est inhérente à la doctrine religieuse musulmane. Non, elle est toujours le produit de circonstances profanes. Et il se trouve que dans ces circonstances profanes, nous avons très très souvent joué un rôle essentiel. Il est essentiel de le rappeler parce que ça nous redonne un peu confiance. Si on arrête de faire les cons, eh bien peut-être que ça s'arrangera dans le monde. Merci. Donc, vous ne vous êtes pas trompé de rencontre. Il s'agit bien d'une rencontre sur comprendre l'islam politique. Je redis le titre du livre, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, Une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste, 1973-2016. Mais voilà, c'était simplement pour vous dire que François a choisi, j'y suis un peu pour quelque chose, de prendre un exemple pour essayer de montrer comment ces thèses s'ancrent dans l'étude du réel. Mais le livre... et la rencontre ne parle pas, loin de là, que du Yémen. Et donc, vos questions, elles peuvent porter sur beaucoup d'autres aspects, que ce soit géographique ou plus généralement d'analyse politique de l'islam politique. Donc, la parole est à vous. Merci. Alors, justement, j'étais un petit peu embarrassé, donc je vais profiter de votre autorisation pour poser des questions sur autre chose que le Yémen. En fait, j'ai deux questions sur votre matrice analytique plus générale qu'on peut retrouver ailleurs. La première, c'est sur la tendance que vous décrivez très bien à dépolitiser
des actions politiques, quand elles sont faites par des musulmans, en les analysant exclusivement à travers le prisme religieux. Et je voudrais vous interroger sur la tendance qui me semble exister parallèlement et souvent chez exactement les mêmes acteurs, à faire l'exact inverse, c'est-à-dire à attribuer une signification politique à des actes qui, pour le coup, sont religieux. Exemple typique récemment, porter le burkini, c'est un étendard de l'islam politique. Voilà. Donc je voudrais vous interroger sur, voilà, est-ce que vous, et plus globalement, on entend souvent des analystes ou des hommes politiques expliquer que voilà, le voile, le burkini, etc., ce ne sont pas des actes religieux, ce sont des actes politiques, voire islamistes. La seconde question, c'est sur, pour le coup, votre analyse de la radicalisation djihadiste en France. Et je voudrais vous poser une question parce qu'à chaque fois que je vous entends ou que je vous lis sur cette question, il y a toujours un point de l'analyse qui me questionne. C'est lorsque vous expliquez que parmi les facteurs explicatifs de la radicalisation en France, il y a l'ensemble des malheurs qui arrivent aux musulmans de manière générale dans le monde. Et que donc, pour expliquer la radicalisation de nos djihadistes, il faut mettre non seulement ce qui se comprend directement, les discriminations en France, les conditions sociales, etc., mais aussi ce dont vous avez parlé, les tirs de drone, l'invasion irakienne, etc., etc. Et ce que je voudrais vous demander, en fait, il y a deux sous-questions. C'est d'abord, est-ce qu'en faisant cette analyse, on ne prend pas le risque, finalement, d'aller un petit peu dans le sens de l'idée globalisante, essentialisante, qui consiste à dire, finalement, qui est très présente dans les médias, finalement, les musulmans français, ils font partie d'une espèce de Oumma planétaire, ils sentent une solidarité transnationale, communautaire, et donc, voilà, ils se sentent, en tant que musulmans, solidaires de tout ce qui arrive au Pakistan, en Indonésie, en Irak, au Yémen, etc. etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'aller un peu dans ce sens-là, qui finalement risque un peu d'être islamophobe? Merci beaucoup. Ouais. On va s'arrêter là. Tu veux répondre aux questions une à une ou... Oui, c'est plus facile. Hein, oui. Et sont très intéressantes ces questions, évidemment. L'expression que j'emploie, et donc maintenant, chaque fois qu'on fait un petit entretien comme ça, vous pouvez en googlant avoir une ampliation de ce que je dis trop vite et trop mal, mais un article de Mediapart s'appelle « La globalisation du ressentiment ». Hein, et effectivement, j'ai employé cette notion-là. La mondialisation, c'est une mondialisation de tas de choses, y compris du ressentiment d'un individu qui est dans une enceinte nationale par rapport à ce qui arrive à un individu qui est dans une autre enceinte nationale. Est-ce que c'est très original et est-ce que c'est très musulman? Pas du tout. C'est d'une très grande banalité à l'échelle du siècle. Nous avons vu qu'est-ce que c'est l'expression active d'une solidarité transnationale sur la base d'une appartenance idéologique ou confessionnelle. Est-ce que c'est nouveau? Bien sûr que non. Nous sommes partis, enfin pas moi, mais j'ai failli, mais je n'étais pas encore né, mais nous sommes partis défendre les républicains espagnols. Nous n'étions pas espagnols. Nous étions adeptes d'une utopie ou d'une ambition éthique qui nous paraissait être défendue, etc. Mais ça se produit pour le meilleur et pour le pire. Certains d'entre nous sont partis s'enrôler dans les milices libanaises chrétiennes qui étaient plus proches du Front National que de la Ligue trotskiste. Hein, vous le savez comme moi que des jeunes de confession israélite partent s'enrôler pour casser du palestinien dans les territoires illégalement occupés au regard du droit international. Ils sont même jugés parfois. Et ils sont même jugés parfois. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir une forme de globalisation du ressentiment, je l'assume. Alors effectivement, si je résume à l'état, c'est toujours dangereux de résumer jusqu'à l'essence un phénomène aussi complexe que le djihadisme. Je dis, c'est la globalisation du ressentiment a mis en contact, a mis en relation, a mis en interaction les exclus, stigmatisés, maudits d'une enceinte politique orientale, l'Irak d'abord, l'Irak et la Syrie ensuite, avec des gens qui, quelque part, s'estiment eux aussi, bien sûr, pas dans les mêmes formes,
Bien sûr, le degré de violence politique qui s'exerce sur les musulmans en France n'a rien de comparable avec ce qu'ont subi les sunnites irakiens. Mais il n'empêche que les dysfonctionnements des institutions politiques qui font que les individus ont confiance dans la matrice institutionnelle pour exprimer leur refus, leur rejet, sont tels que des individus dans les enceintes orientales et dans les enceintes occidentales, les nôtres, ont adopté des lexiques et des comportements de rupture. Et à un moment, la translation s'est faite entre les deux. Donc voilà, en gros, ma matrice analytique. Vous aurez peut-être quelque chose à y redire. On aura peut-être le temps de faire un aller-retour. Confessionnaliser. Alors bon, ce que vous avez dit, bien sûr, j'y souscris. C'est tout le problème de la confessionnalisation du comportement de quelqu'un qui vous ennuie, pour parler poliment. Dépolitiser le comportement de l'autre est une opération extrêmement politique. Ça permet de vous extraire du champ des responsabilités. Si vous dites, les Israéliens disent, ils nous résistent, pourquoi? Parce qu'on leur marche sur les pieds? Certainement pas, parce que ce sont des fondamentalistes musulmans. Si je dis ça, je suis tranquille. Ça n'interroge plus du tout mon comportement. Si je dis les musulmans sont comme si, c'est parce qu'ils sont musulmans, c'est fini. J'ai tiré un rideau sur la possibilité de penser ma part de responsabilité dans le dysfonctionnement. Je dis bien ma part de responsabilité dans le dysfonctionnement de l'institution politique qui fabrique ces, j'aime beaucoup la formule de Césaire, ces Français qui se disent je ne serai jamais un Français à part entière, donc je vais peut-être devenir un Français entièrement à part. Et ça, bien sûr, cette confessionnalisation du comportement de l'autre, c'est une arme, c'est le b.a.-ba de la rhétorique qui construit notre irresponsabilité dans une crise. Parce que si on est sur le terrain du politique, il y a forcément interaction, il y a une part de responsabilité pour nous. On doit s'asseoir à une table, on doit négocier. Si c'est inhérent, si le dysfonctionnement est inhérent à la culture de l'autre, il faut faire quoi? Réformer l'islam. Il faut réformer l'islam. Il faut réformer l'autre. Regardez la sourate. On coupe une sourate ou deux. Il faut réformer l'islam. Il faut réformer l'autre. C'est toujours l'autre que dans le discours dominant, on doit réformer. Jamais nous. Alors, ça ne veut pas dire, ça ne nie pas l'importance des mécanismes internes d'évolution de la doctrine religieuse musulmane comme de toutes les autres doctrines. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, j'ai énormément de respect aux intellectuels musulmans qui parlent au cerveau de leurs co-religionnaires et qui entrent en tension avec eux, et beaucoup moins pour ceux qui traversent la Méditerranée et qui viennent flatter les tripes et les bas instincts de mes compatriotes non musulmans. Et donc, toute l'articulation est là dans ce danger de la dépolitisation des dysfonctionnements de notre société. Juste un mot de plus pour dire qu'on ne peut pas tout attribuer à la religion. Quand on regarde en France l'évolution de la mode du port du kéfier, aujourd'hui c'est devenu une espèce de signe distinctif des jeunes tout court. Mais au départ, c'était des jeunes de quartier qui n'avaient rien à voir en particulier avec l'islam, mais qui sentaient une espèce de parenté avec les jeunes palestiniens. Il y a même une chanson de Renaud où il parle de ce jeune qui porte le foulard de ses frères. L'affaire est beaucoup plus une affaire de solidarité politique au sens le plus profond du terme qu'une affaire religieuse. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Bonjour plutôt. Si vous avez écouté ou lu Inam Kachechi, elle a parlé encore le jour de Noël, le dimanche matin, vous avez pu entendre qu'à Bagdad, on déjeune ensemble avec les voisins chrétiens, musulmans, chiites, sunnites et même juifs. Il y en avait encore en Bagdad, puisque moi j'ai travaillé avec certains qui étaient juifs, et j'ai connu des historiennes juives à Bagdad dans les années 70-80. Donc c'est pas vrai partout, ça dépend de la modernité de la société. Et en Irak, il y avait un Premier ministre chiite qui a été aussi président du Parlement. On ne le dit jamais en disant c'est un pouvoir sunnite, etc. Et du temps de la royauté, il y a eu des ministres juifs aussi. Bon, après Ben Gourion, on les avait tous fait partir. Mais voilà, donc c'est quand même assez différent en Irak. Ça m'amène, cette transition, à poser la question
si nos gouvernements occidentaux font tant les cons, comme vous avez dit, c'est votre citation, et c'est vrai, il faut aussi réfléchir à pourquoi ils font les cons. Pourquoi ils font les cons? Et là, je dois signaler que vous avez refusé d'en débattre avec moi. Ah, mais c'est M. Cornu qui est avec moi. Vous êtes laissé pousser la barbe, je ne vous ai pas reconnu. Je ne refuse jamais de débattre avec vous. Je suis content de vous revoir très très régulièrement. Ce que vous avez dit dans la première partie de votre question, je ne peux qu'adhérer totalement. On a des kilomètres d'exemples historiques de cohabitation sectaire dans le monde musulman. C'est la matrice même, d'accord et j'ai dit que lorsque ça venait à s'envenimer, c'était bien sûr le fait des puissants. Alors j'ai dit les potentats locaux, ce que j'appelle avec beaucoup d'affection les Pinochet arabes, mais les Pinochet arabes ont des tuteurs, et moi je suis prêt bien évidemment à restituer le rôle décisif des puissances occidentales dans la montée en tension de cette région du monde. J'ai cité Clinton tout à l'heure, je vais le citer une deuxième fois pour dire qu'il y a peut-être un peu d'espoir. Clinton en 2000 dit à l'enterrement des 17 marins du Cole, ils sont morts car ils étaient adeptes de liberty and freedom, le beau diagnostic, mais moins de 5 ans après, à Davos, au Forum économique mondial, dans la grande plénière, il va envoyer un espèce d'électrochoc parce que la clientèle n'était pas prête à entendre ça. Et Clinton dit « Oh, mais la fin de la démocratie dans le Moyen-Orient, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de 1953, quand on a « When we removed Mossadegh ». Et tout d'un coup, il s'est mis à faire un mea culpa que dès lors que leurs intérêts pétroliers avaient été en jeu, ils ont mis un potentat autoritaire, la lignée du Shah, qui allait se terminer, comme on le sait, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter un élu démocratique. Donc je pense, Bernard Cornu, il y a plein de sujets sur lesquels on peut se disputer, mais pas celui-là. Le vrai sujet sur lequel je refuse de débattre avec vous, c'est quand vous me dites, comme Mélenchon, la guerre de Syrie est une guerre pour le pétrole ou pour le gaz et tout. Là, je vous dis, très cher Bernard, ce logiciel a été productif pendant des années. Et je me souviens, la dernière fois qu'on a débattu, je vous avais dit, notez quand même que la crise syrienne n'a pas empêché les prix du pétrole de s'effondrer. Et donc, il y a quelque chose dans la compétition, dans la variable de la compétition des pétroliers pour faire passer le gazoduc, etc. C'est vrai que je ne suis pas complètement à l'aise sur ce terrain-là. Je suggère qu'on n'entre pas dans la question syrienne pour aujourd'hui, ne serait-ce que pour garder le caractère convivial de cette assemblée, et surtout parce que ce n'est pas vraiment le sujet, ou alors indirectement. D'autres questions, Madame? Merci. Bonjour. Alors, Monsieur Burga, moi j'aurais une question à vous poser. Donc, au vu de votre expérience sur le terrain, de tout ce que vous avez vu depuis toutes ces années, quel serait pour vous l'avenir des mouvements islamistes? Tout de suite là, en une minute. L'avenir des mouvements islamistes, vous avez 30 secondes. Bon, alors je vous conseille de lire le livre parce que ce que j'ai dit de plus clair, c'est ce mot n'a pas de sens. D'accord ? C'est pas un concept, mouvement islamiste. Parce que mouvement islamiste, c'est Ranouchi jusqu'à Baghdadi. D'accord ? Donc, vous verrez que ma problématique, elle est complètement différente. Je dis, dans un moment donné de leur histoire, les sociétés se réapproprient les marqueurs identitaires de la culture musulmane parce qu'elle est perçue comme une culture endogène, héritée, à l'abri des incursions de la culture occidentale. Qu'est-ce qu'on en fait de cette culture ? J'ai dit trop vite ? Non ? Bah ouais, vous connaissez par cœur quand même. Bon. Et après, je dis, qu'est-ce qu'ils en font de ce lexique islamique une fois que sa légitimité est rétablie? Ils en font, et là je vais me mettre à dos des musulmans, ils en font tout l'inverse et son contraire. C'est-à-dire que quand vous parlez musulman, vous pouvez devenir Ranouchi, devenir un acteur politique qui a accompagné la transition et l'élaboration d'une des constitutions que l'on considère comme la plus démocratique et la plus laïque du monde arabe, où vous pouvez basculer dans le langage de rupture absolue et dire démocratia yusawi kufr, et on part dans une rhétorique complètement différente. Donc, tu peux traduire pour les... La démocratie, c'est coufre, c'est complètement illégitime. Je dis souvent, devant une assemblée de musulmans, si je dis démocratie, je peux avoir
à droite ou à gauche, parce que cette matérialisation ne fait pas sens, quelqu'un qui dit la démocratie, mais c'est nous qui l'avons inventée. Elle est inhérente à l'islam. Elle est dans les principes fondateurs de notre religion. Je vous ai créé comme des hommes et des femmes et des peuples différents pour que vous interagissiez entre vous. Et nous avons la notion de shura, de consultation, et on n'a pas le droit d'agir si on n'a pas demandé l'avis de l'autre. Et puis, à l'autre extrémité, vous aurez quelqu'un qui dit la démocratie, c'est la souveraineté de la décision populaire. Elle est parfaitement et totalement antinomique avec la souveraineté de la volonté divine. Hein ? Et entre les deux, vous avez tout. Donc, l'avenir du mouvement islamique, l'avenir de la dynamique de réappropriation par les sociétés musulmanes du droit d'exprimer l'universel avec le lexique de leur culture, il est lumineux. C'est en train de se faire. C'est-à-dire que les Occidentaux perdront le monopole d'expression de l'universel. Il y a des expressions concurrentes, mais il n'y a quand même qu'un seul universel. Et là, on peut débattre. Mais après, les mouvements islamiques, pour moi, c'est tout l'inverse et son contraire. Donc il faut réintroduire le pluriel. Est-ce qu'on va passer par une phase de rupture portée par les djihadistes ? Peut-être bien, si on continue à boucher. Ce matin, sur ma page, j'ai rappelé Facebook, j'ai rappelé cette évidence absolue de ce qui est en train de se passer en Égypte. Vous comprenez ? Si vous encouragez la violence absolue, répressive sur les formes intermédiaires de l'appropriation en politique de la religion musulmane, mais vous allez fabriquer du radicalisme. Vous n'avez pas voulu du Hamas, vous aurez Al-Qaïda en Palestine. Bon, et ça, c'est une dynamique que l'on doit surveiller de très près. Si nous refusons les modérés, nous aurons des moins modérés et après, nous aurons des radicaux. Hein. Donc, pour moi, la dynamique qui voit les sociétés musulmanes se réapproprier le droit d'utiliser dans leur lexique politique la terminologie de la culture musulmane, elle se porte très bien, merci pour elle. Hein, et ça, je peux y répondre sur un mode quasi péremptoire. Mais après, qu'est-ce qui se passe dans chacune des enceintes politiques ? Je dis, excusez-moi, j'en sais rien, il faut qu'on revoie dans le détail chacune des situations nationales, avec tout de même une tendance, le politiquement correct occidental, de l'extrême gauche de Mélenchon à l'extrême droite de Marine Le Pen, n'a jamais été aussi éloigné de la norme sociale et politique musulmane dans le monde musulman tel qu'il est, pas tel qu'on veut qu'il soit ou tel qu'on nous dit qu'il est. Le monde arabe, c'est pas la Marsa. La Marsa, c'est dans le monde arabe, mais c'est pas tout le monde arabe. Et donc, la norme politique intuitive dans le monde arabe n'a jamais été aussi évidemment en tension avec ce qui est pour nous la norme, en tout cas au niveau de la sphère électorale présidentielle, de Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Valls et Fillon. Nous avons une criminalisation, non pas de Daesh, mais du CCIF, mais du Bondi Blog, mais bien sûr de Tarek Ramadan. C'est-à-dire que nous sommes en tension, non pas avec l'extrémité du spectre, mais avec ceux qui, dans le spectre musulman, sont nos meilleures protections contre l'extrémité du spectre. Hein, et c'était au cœur de mon échange avec Gilles l'autre jour. Si vous vous en prenez à Daesh, pour autant qu'on n'oublie pas qu'il n'y avait aucune déclaration officielle de guerre de Daesh contre la France avant que nous décidions d'aller les bombarder, il faut quand même rappeler la chronologie. Mais nous pouvons être en guerre contre des groupes qui ont un agenda anti-occidental explicite. Mais nous sommes en guerre contre le Bondi Blog, il y a deux Merwan Mohamed, mais Gilles les traite tous les deux de salafistes, celui du CNRS, celui du CCIF. Et Fillon, dans son opuscule, englobe absolument tout le tissu le tissu oppositionnel musulman. C'est-à-dire que quand vous êtes musulman, vous avez le droit à peu près à être catégorie Chalroumi, c'est analphabète, Bitar, savant. Hein, Bidar, c'est savant. C'est les deux. Hein, c'est le successeur ou Fathi Ben Slama, il faut bien que je le mentionne une fois tout de même. Hein. Fathi Ben Slama, c'est le sur-musulman, c'est la continuation de la maladie de l'islam. C'est-à-dire le musulman qui atteste de l'intérieur de son islamité que le problème vient de sa culture religieuse, on l'aime. Hein. Il peut passer dans Marianne. Marianne, la couverture, il faut se souvenir de la couverture. Les islamistes, vous l'avez en mémoire cette couverture ? Non ? Les islamistes de qui à qui ? Des Omeyyades à Daesh.
des Omeyyades à Daesh. Ça, c'est une couverture. C'est une couverture de Marianne. Alors évidemment, dans Marianne, on aime bien Fathi Ben Slama, Abdelwahab Medeb et l'imam Chalroumi, que l'on soutient chaleureusement. Voilà, c'est là qu'est le problème. D'autres questions? On va essayer de répartir la parole. Oui, moi j'en ai une. Alors, si personne n'en a, je me permets d'en poser une. Quand on te lit le dernier chapitre, celui qui est croustillant, là, on a vraiment l'impression, excuse-moi si je sens mal les choses, mais on a vraiment l'impression que tu envoies dos à dos Gilles Kepel et Olivier Roy. Et quelque part, personnellement, ça m'a étonné de trouver ça sous ta plume. Ou alors, encore une fois, j'ai pu mal le ressentir. Alors, en résumé, non, oui et non. Hein. Alors, pourquoi oui ? En forçant le trait, je suis d'accord, je vais forcer le trait, hein, on devrait nuancer, mais en forçant le trait, Kepel nous dit le problème des djihadistes, c'est l'idéologie religieuse sectaire, clivante, binaire qu'est le salafisme, qui fait d'individus normaux des violents. Et Roy nous dit c'est une désocialisation brutale et totale. Hein, et alors il y a une variable idéologique, mais elle est tellement confuse, le nihilisme. Hein. C'est des jeunes qui sont tellement totalement coupés de leur environnement. Alors donc c'est des fous de Dieu ou des fous tout court, hein, entre guillemets, parce que c'est pas des fous. Les fous tout court, ça serait Fathi Ben Slama, c'est-à-dire la pathologisation de l'opposition politique. Ils nous résistent parce qu'ils sont fous. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Et, déjà dans la guerre civile algérienne, Fathi Ben Slama nous a expliqué l'origine de ce que j'appelle moi la contre-violence que l'opposition algérienne mobilisait contre la politique d'éradication par les troupes de la sexualité. La sexualité est un instrument extrêmement utile dans l'analyse politique. L'autre exemple bien connu de cette pathologisation d'une violence politique, c'est malheureusement Youssef Kourbaj, hein, qui écrit « Les attentats suicides, ça vient de la structure patrimoniale de la famille palestinienne qui fait que ces pauvres gosses, ils doivent tellement attendre pour se marier que, vous voyez, la pression monte et après, ils deviennent violents. » D'où les attentats suicides. Hein. Oubliez l'occupation. Alors, on a les fous de Dieu, on peut y venir, les fous désocialisés totalement. Alors, je ne les renvoie pas dos à dos. Je ne les renvoie pas dos à dos parce qu'il n'y a pas chez Olivier la haine ironique et le mépris qui ruissellent des écritures de Gilles. Mais il y a quand même une identique exonération de l'environnement occidental. Et c'est dit d'une façon tellement brutale chez Olivier que là, je ne peux pas laisser passer. Quand Olivier dit tout ce que tu dis, François, la souffrance coloniale, les politiques en terre musulmane, le plafond de verre au-dessus de la tête du monsieur qui s'appelle Mohamed quand il veut prendre l'ascenseur social, ça s'appelle, ouvrez les guillemets, la vieille antienne tiers-mondiste. Voilà. Donc il disqualifie la totalité de ce qui, pour moi, est la matrice de ce qui fait que le français qui ne peut pas être français à part entière, il veut devenir français entièrement à part. Et ça, quand même, Olivier, c'est très violent quand il dit ça. La colonisation, ils ne l'ont pas connue. Enfin, peut-on accepter cette explication ? La colonisation, ils ne l'ont pas connue. Oseriez-vous dire ça à un citoyen français arménien, à un juif ? Comment peut-on imaginer qu'on est privé du droit de mémoire parce qu'on n'a pas... Et dans le Djihad et la mort, il en rajoute une couche. Il dit, si on regarde bien chacun des itinéraires, ce ne sont pas des gens qui ont souffert personnellement. Donc, ils n'ont pas le droit de se mêler de la souffrance de leurs frères. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et Olivier, je lui ai toujours dit avec une grande amitié, parce qu'Olivier est étranger au monde arabe, où il n'a jamais mis un pied... Je lui ai toujours dit, Olivier, quand je te parle, je n'ai pas l'impression que tu tiens le pouls de la rue arabe. Tu es sur une autre planète. Des fois, ça tombe juste, mais souvent, ça tombe faux. Hein ? Donc, fou de Dieu, c'est extrêmement réducteur. C'est Bernard Lewis, c'est l'explication qui tourne en boucle. Et qui... Alors, Kepel va plus loin. Kepel, non seulement nie les souffrances liées à l'islamophobie, au guerres, mais il criminalise ceux qui en font usage.
C'est-à-dire, si vous dénoncez l'islamophobie, vous devenez responsable de la fracture du pacte républicain. Et si on devait résumer le dispositif analytique de Gilles, c'est de dire c'est en permanence d'inverser les effets et les causes. Et moi, je vais caricaturer un petit peu. Je vais dire, c'est pas Daesh qui porte atteinte au pacte républicain français. C'est l'échec du pacte républicain français qui a fabriqué des individus qui se sont sentis mobilisés par un discours de rupture et de rejet. Et bon, de ce point de vue-là, je ne peux que vous conseiller la lecture du livre dont je suis jaloux, mais le livre de Thompson. Je donne, en ce qui me concerne, ma bénédiction. Il n'est pas le premier, il ne faut pas croire qu'il n'y a eu que lui. On avait quand même un corpus de trajectoires relativement bien documenté dans toutes les langues. Les siens ne contredisent aucunement la tendance générale. C'est pas pour dire qu'on pouvait s'en passer, mais moi je vous renvoie à la matrice analytique que j'ai produite il y a 3 ans. Vous la confrontez à l'ouvrage de Thompson, je ne suis pas en difficulté. Le mot qui revient tout le temps, et je l'ai cité, la France, terre d'humiliation. C'est l'humiliation, le dénominateur commun d'entre tous les gens qui vont partir. Après, il y en a qui vont faire ce qu'il appelle le djihad lol, pour rigoler. Après, il y a une complexité dans les situations individuelles de chacun des djihadistes. Mais la matrice, elle est quand même qu'on part pour signifier son rejet du groupe qu'on quitte. Et les raisons pour lesquelles on quitte son groupe d'appartenance sont liées au fait qu'on ne s'est pas estimé suffisamment reconnu. Alors, bon, il y a des nuances entre les deux positions, mais ce qu'on se redira peut-être tout à l'heure en entretien, c'est qu'elles ont un dénominateur commun qui est d'exonérer, de ne pas nous inviter ou même de criminaliser le fait de penser notre part de responsabilité, la part de responsabilité des non-musulmans dans les mécanismes qui ont fait. Et c'est pas énoncer mon empathie pour les extrêmes, c'est dire mon antipathie pour ceux qui ont fabriqué ces extrêmes, pour ceux qui ont rendu possible une identification de tant de jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même d'un certain nombre, avec ce langage qui est évidemment tout ce que je déteste, tout ce dont ça me fait de la peine qu'on puisse l'associer de près ou de loin à la religion des pays où j'ai vécu longtemps. Et bon, ça s'était pas trop mal passé, donc je trouvais les gens sympas. Et c'est douloureux de voir ces contre-exemples flagrants. Je ne sais pas si vous lisez Dabir, il faut aller lire, quand même. C'est assez terrifiant. Mais bon, c'est l'extrême de l'extrême du discours de rejet de l'autre. Merci. D'autres questions? Monsieur, vous vouliez en reposer une? Et puis après... Oui. Non, je me permets, puisque vous avez proposé un aller-retour. Donc pour ma première question, je comprends beaucoup mieux avec cette notion de globalisation du ressentiment. Parce que si je vous ai demandé ça, c'est en partie parce que les musulmans que moi j'ai autour de moi, je ne sens pas cette solidarité transnationale. Mais c'est peut-être parce que du fait de mon milieu social, ce n'est pas ceux qui ont le plus grand ressentiment. Donc je comprends beaucoup mieux. En revanche, pour ma seconde question, je précise, pour ce qui est de la dépolitisation d'actes politiques en attribuant une signification uniquement religieuse, là je suis entièrement d'accord. Là où je vous interrogeais, justement, c'était sur l'inverse chez François Fillon, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire dire... 93. Ouais. Le livre de Keppel, c'est la même chose. Peut-être, c'est-à-dire dire... confessionnalisation d'un mécanisme qu'on devrait analyser avec des critères politiques, des catégories politiques. Mais l'inverse, c'est-à-dire dire des femmes qui choisissent d'aller à la plage avec un vêtement où on ne voit pas leurs bras, ce qui, selon moi, peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas ce qu'il y a de politique là-dedans. Là, Nicolas Sarkozy, d'autres nous disent ça, c'est pas juste un acte personnel. N'oublions pas Valls. Valls nous disent c'est pas du tout juste un acte personnel, religieux et culturel. Non, c'est un acte politique, c'est porter le burkini, c'est l'islam politique, ce qui me paraît complètement aberrant. Cette tendance inverse, moi j'ai l'impression que c'est pour pas ça permet de dire des choses racistes sans passer pour raciste, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière? Bon, et je m'excuse de mon incorrection parce que je vous pose une question et je vais devoir partir avant d'entendre la réponse, mais si vous voulez bien y répondre, j'entendrai la réponse sur YouTube. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne vais pas y répondre, je profite du fait qu'il n'est pas là, comme ça j'ai le temps de plus réfléchir. Il faut le micro. Voilà. Merci. C'est juste pour confirmer le fait que les régimes autoritaires
renforce le confessionnalisme et l'utilise parfaitement. Tu te rappelles en 2002, quand nous avons organisé un colloque à Alep sur la réforme de la pensée religieuse, c'est très bien déroulé. Il y avait beaucoup de chercheurs qui ont fait un travail remarquable. Et à la suite du colloque, j'ai été convoqué par la sécurité pendant 1 mois pour savoir à quoi chercher à réformer la pensée religieuse. Et le chef de la sécurité m'a dit textuellement, nous avons passé 40 ans à faire traîner le peuple dans l'obscurantisme et vous venez en 2 jours essayer d'ouvrir leurs esprits. Deuxième chose, au début de la révolution syrienne, qui n'était pas du tout pour un gazoduc ou n'importe quoi, la torture qui se déroulait dans les prisons, on faisait exprès, notamment contre les activistes jeunes qui pouvaient sortir après, on faisait exprès de les torturer en utilisant l'accent alaouite, même si les tortionnaires ne l'étaient pas. C'était un ordre explicite pour donner l'impression que c'est une guerre confessionnelle, pour semer les graines d'une éventuelle guerre confessionnelle qui, au bout de 6 ans, peut-être l'est devenue. J'en profite pour aller dans le même sens, pour te demander si ce que tu nous as dit tout à l'heure du processus d'utilisation de la division sectaire sur base confessionnelle au Yémen, tu as expliqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire au fond c'est le même processus qu'on a vu à l'œuvre dans la dictature bassiste en Syrie ou en Irak, évidemment? Salam Kawakibi, que la caméra ne nous a pas montré, vient de donner un exemple parmi 50 exemples. Donc, dans l'autre ouvrage qui s'appelle « Pas de printemps pour la Syrie », on a recueilli d'innombrables témoignages, mais très inattendus sur les méthodes qui ont été employées pour fragiliser la communauté chrétienne et pour lui faire peur et pour lui faire croire qu'elle était en danger. Donc, j'en cite beaucoup, mais il y en a un qui me revient maintenant à l'esprit, qui est quelqu'un qui s'appelle Georges et que j'interviewe à Amman en 2013. Et il dit, moi j'habitais dans ce quartier, mais j'ai oublié le nom, dans ce quartier de Homs, qui était généralement identifié au quartier chrétien. Et tous les vendredis, on avait les manifestants. Alors il dit, oui, c'est vrai, nous, on est témoins immédiatement mobilisés dans les premières manifestations, mais tous les vendredis, il y avait les manifestants qui traversaient notre quartier pour aller vers la place, j'ai oublié les noms, où se terminaient les manifestations. Et il me dit, et quand ils passaient dans notre quartier, ils changeaient tout le temps de slogan pour que jamais on puisse se sentir offusqué. Donc, quand il passait dans le quartier chrétien, il disait « Ash-Sha'ab Souri, wahid, wahid, wahid ». Le peuple syrien est un et un et un. D'accord ? Et donc, voilà, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, un jour, les mukhabarat sont arrivés. Ils ont dit, voilà, il faut laisser un appartement à l'angle de chaque... On dit, mais pourquoi ? Ah, mais c'est pour vous protéger. Mais pour nous protéger de quoi ? Mais c'est pour vous protéger des manifestants. Mais monsieur, les manifestants, ils traversent tout le temps notre quartier. On n'a pas le moindre problème avec les manifestants. Si, vous êtes en danger. Voilà. C'est un tout petit exemple parmi d'autres. Mais l'autre exemple, c'est celui de la campagne d'affichage qui a eu lieu dès le mois de mars 2011 à Damas, qui était extraordinairement pernicieux. Parce qu'on voyait des Syriennes et des Syriens dont le vêtement permettait de deviner la confession. Hein, quand on est druze, on a un grand machin blanc dans le dos. Quand on est sunnite, les femmes ont un hijab. Quand on est chrétien, elles ne l'ont pas, etc., etc. Et donc, j'ai photographié ces affiches. Et la question était tout le temps, quand on me demande quelle est ma confession, je réponds, je suis syrienne. Vous voyez un grand panneau dans Damas avec une jeune femme avec, mettons, un hijab qui l'a fait identifier à son sunnisme. Et elle dit, quand on me demande ma confession, je réponds, je suis syrienne. Qui pose cette question ?
Quel est le non-dit de l'affiche? Le non-dit de l'affiche, c'est « Attention, il y a des gens dans la nature qui vont venir vous diviser sur la base de votre appartenance sectaire. Restez unis, répondez bien, je suis syrien, je suis à l'abri de la division confessionnelle. » C'était extrêmement subtil. C'était Rami, c'était la grande compagnie d'affichage public syrienne. Une campagne extrêmement sophistiquée qui était en train de dire « Attention, ce qui se passe là, l'agitation politique, elle a des visées sectaires. » Et on pourrait en raconter évidemment énormément comme ça. Ça a été la stratégie de sunniser, puis de militariser et de radicaliser l'image de l'opposition. Et malheureusement, jusqu'à un certain point, le régime y est parvenu parce qu'il surfait aussi le regard occidental. Ça serait peut-être ma phrase de conclusion. Quand est-ce que la relation de l'opinion publique occidentale avec la révolution syrienne est morte? Parce qu'elle est quasiment morte. Pourquoi il n'y avait pas plus de monde? Pourquoi il n'y avait pas autant de monde qu'il y en a eu l'autre jour? Pourquoi ça n'a jamais mobilisé? Qu'est-ce qui a détruit la relation intuitive des Français de toute couleur avec la révolution syrienne? C'est le résultat des élections en Tunisie et en Égypte. C'est tout. À partir de ce moment-là, l'idée que nous participions à un processus qui allait faire émerger des forces politiques qui n'avaient pas la bonne couleur qui nous plaisait a fait que nous avons eu ce discours de suspicion, de défiance, que bien sûr, ni sur le terrain de l'aide politique, ni sur le terrain de l'aide militaire, nous avons assumé l'importance. Il ne s'agissait pas de savoir si c'est bien ou pas bien d'intervenir. C'était de savoir si on devait ou non laisser l'ingérence illimitée de la Russie et de l'Iran. Et je pense que c'est cette question de l'islam politique, d'ailleurs, vous verrez peut-être dans les remerciements, à la fin des remerciements, je dis que quelque part, si la population syrienne s'est retrouvée dans la situation où elle est maintenant, la révolution, ça a à voir avec la thématique de ce livre, c'est-à-dire notre incapacité à accepter des forces politiques qui ne sont pas notre portrait craché et total, ou peut-être, ça me prendra moins d'une minute, d'accepter que la trajectoire de modernisation dans cette région du monde n'emprunte pas exactement les mêmes itinéraires qu'elle a empruntés dans notre historicité à nous. Peut-elle être des nôtres, celle qui ne rejette pas sa religion comme nous autres? Madame Badinter répond non. Moi, je réponds, faut peut-être aller y voir. C'est peut-être plus compliqué que ça. Il peut y avoir un itinéraire de modernisation ou de libéralisation politique où la référence religieuse, lorsqu'elle n'est pas l'accessoire du pouvoir totalitaire, comme c'était dans la configuration historique française, mais un accessoire de l'affirmation identitaire, joue un rôle qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas rejeter aussi émotionnellement qu'on l'a fait nous. Il y a une personnalité mondialement connue dans la salle micro là-bas. Qui est venue au Yémen. Non, c'est juste un détail pour dire que cette difficulté à penser le rôle du religieux dans le politique en Europe ne nous a pas gênés pour la Pologne, l'Irlande, etc. Le rôle des églises ne nous a pas gênés à ce moment-là. Bon. Donc nous sommes capables aussi d'avoir les mêmes attitudes. François, puisque tu es rentré dans la question syrienne, allons-y quand même, parce que c'est vrai qu'elle est très intéressante du point de vue de la réflexion qui est là. Moi, j'avais envie de te poser des questions qui sont liées d'ailleurs à une assemblée qui devait se tenir à la mairie de Paris, qui visiblement ne se tiendra pas pour des raisons qui m'échappent sur la Syrie. Est-ce que dans les difficultés auxquelles on fait face, il n'y a pas d'abord l'extraordinaire complexité de la situation syrienne aux yeux d'énormément de gens? Je veux dire, on n'est quand même pas devant quelque chose de simple à gérer. Deuxièmement, est-ce qu'on n'a pas une formidable, bon, je suis un peu brutal, mais un formidable analphabétisme de ce que sont ces dictatures bassistes en particulier? C'est-à-dire, il y a une histoire, ça commence pas avec Bachar al-Assad, ça commence avec son papa, ça commence avec Saddam. Je veux dire, on a une histoire de ces régimes dont le caractère sanguinaire, dès qu'on en étudie l'histoire, apparaît comme évident. Troisièmement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'illusion que, au fond, je schématise aussi, la Russie serait l'Union soviétique et Poutine serait Lénine ou Staline, enfin, selon les goûts.
Donc l'idée qu'on est devant une espèce de complot impérialiste auquel les forces anti-impérialistes, donc Moscou, viendraient combattre aux côtés des peuples arabes, etc. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, avant la séance, est-ce qu'il n'y a pas, pour la première fois en France, avec cette ampleur, une organisation formidable de la propagande pro-régime de syrien, pro-Damas. On est fasciné quand même devant une espèce de convergence de propos venus d'extrême droite et d'extrême gauche et qui tournent quand même autour des mêmes thèmes manipulés par une propagande qui ne se cache pas d'ailleurs de l'être. On a des radios, des télévisions sourcées. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments qui outre ce que tu as dit, mais qui expliquent cette difficulté? La complexité de la crise syrienne, elle vient de la complexité de la société syrienne qui va s'atomiser, ce qui n'est pas le cas de la société tunisienne, ni même vraiment de la société égyptienne, même s'il y a une composante chrétienne qui déjà... Mais ce qui va opacifier complètement l'image de la révolution syrienne, c'est le fait, moi j'emploie l'image, attention, un train peut en cacher un autre. Attention, la révolution syrienne cachait 2 autres révolutions. La révolution kurde et la révolution radicale sunnite, avec des temporalités et des territorialités différentes. Que va-t-il se passer? Ceux qui aident le régime restent droits dans leurs bottes, efficaces dans le maintien de la suprématie militaire et répressive du régime. Ceux qui soutiennent l'opposition vont progressivement faire une lecture de cette crise par le prisme de leurs seuls intérêts nationaux. Les Turcs, qui étaient un soutien essentiel, ne vont plus regarder la crise syrienne que par le prisme de l'irrédentisme kurde, et ils vont laisser tomber le reste de la révolution. Et les Occidentaux ne vont plus regarder la révolution que par le prisme de leur peur, panique, surestimée du djihadisme, et vont de façon très contre-productive, parce que ce n'était pas une façon de se défendre contre le djihadisme, de basculer dans l'option tous contre Daesh, à la rigueur, et seulement contre Daesh. Là, ça ne va plus. On laisse le permis de tuer au régime qui est la matrice qui fabrique les migrants, la radicalisation, et on s'en prend exclusivement aux djihadistes. Donc c'est ça qui a fait cette terrible complexité. Bien sûr, une fois qu'on a dit que tout cela était passé au prisme de l'internationalisation. C'est Salam, je pense, qui me disait il y a 2 ou 3 ans, au Brésil où j'étais, les autorités m'ont dit « Ah ben nous, on soutient Bachar parce que on a une communauté syro-libanaise qui soutient Bachar. » Chaque pays de la planète a lu la crise syrienne par le prisme de ses intérêts nationaux extrêmement contradictoires. Donc la complexité, elle est venue de là. Mais une fois qu'on a dit ça, moi j'aime bien rappeler la parole de Orwa Nirabiya, le producteur du film Le Retour à Homs, qui dit oui, c'est compliqué la crise syrienne, mais n'oubliez jamais qu'en fait c'est une crise très simple, c'est la révolution, c'est la révolte d'un peuple contre un dictateur. Et donc il faut rappeler quand même la matrice simplificatrice. Alors c'est bien sûr cette contradiction terrible. Moi, il y a très très longtemps, j'ai écrit un texte, vous pouvez googler, qui s'appelait il faut libérer la Palestine de ses amis. C'est-à-dire le détournement de la cause palestinienne, l'appropriation de la cause palestinienne par les soutiens de Bachar a été absolument terrifiante. Et bon, le problème, on l'a identifié très très vite. On a dit qui peut, des gauches arabes ou françaises, soutenir des individus qui sont soutenus par Hollande, par Cameron, par Obama, par le roi d'Arabie Saoudite, par l'émir du Qatar et, last but not least, par Bernard-Henri Lévy. Et donc, oui, nous avons non seulement nous n'avons pas aidé la révolution syrienne significativement, mais nous lui avons donné le baiser de la mort. Cette proximité de forces politiques et légitimes a fabriqué cette usine à Pantin qui nous répète que nous sommes... Moi, je suis je ne sais pas si vous lisez, c'est quand même assez passionnant. Moi, je suis le Fabius de service, je suis le valet du ministère des Affaires étrangères, etc., etc. Et l'allié d'Israël, etc., etc. Et donc, ça fait ce piège dans lequel sont tombés tous ceux qui n'ont pas renouvelé leur logiciel pour lire la crise syrienne,
pour lire la crise syrienne, il ne fallait pas seulement le logiciel anti-impérialiste des gauches arabes et des gauches françaises au cours des années 70, 80 et 90. Alors après, oui, c'est important de le redire. Et il faut dire que Dominique a écrit un très très bon papier sur cette question-là, sur les avatars de la gauche. Mais la critique la plus dure qu'on peut faire, elle est faite par les Syriens, par Haj Saleh, qui dit « Mais pour vous, les gauchos, nous, le peuple syrien, on n'existe pas. On n'existe pas. On n'est pas des individus politiques. On est seulement des marionnettes de Hollande et de l'émir du Qatar. Vous ne voulez pas que nous existions. » Dans tous ces discours des gauches qui font de la surenchère nationaliste, le peuple syrien tout entier est balayé de la carte. Hein. Et effectivement, ce que tu as dit, donc je peux l'annoncer quand même, ce matin, j'ai pris une décision extrêmement douloureuse. Je le dis, j'ai refusé d'aller à Moscou. Pourtant, c'était passionnant de retourner à Valdai parce que ça devient plus possible de communiquer avec les Russes compte tenu des méthodes qu'ils emploient ces derniers temps. Et je sais, j'en ai été la cible très directe, mais RT ou Sputnik, c'est extraordinairement vicieux, les méthodes qu'ils emploient. Hein. Mais j'ai écrit un petit texte pour dire, si c'est si facile pour eux d'apparaître comme la régénérescence du système d'information, c'est que notre propre système d'information s'est discrédité au cours des décennies écoulées. Si nous n'avions pas produit tant d'unilatéralisme, notamment dans la lecture du conflit israélo-arabe, il n'y aurait pas toute une génération de gens dans le monde arabe, ou même parmi les gauches anti-impérialistes en France, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on dise le contraire de nous. Qui est en train de régler la crise syrienne ? 3 puissances qui sont toutes les trois dans une posture de distanciation des Européens et des Occidentaux, depuis des postures différentes. L'Iran, la Russie, la Turquie. La Turquie, on l'a humiliée, on l'a traitée plus bas qu'au terre dans le dossier de venue en Europe. On a rendu Erdogan ce qu'il est lorsqu'on a trempé pieds et mains dans le coup d'État de juillet. Soyons sérieux. 3 jours avant, les chancelleries occidentales demandaient à leurs ressortissants d'évacuer la capitale. On l'a rendu furieux, les Américains cette fois, en armant les Kurdes proches du PKK pour lutter contre Daesh. On l'a rendu furieux en n'acceptant jamais la moindre de ces demandes très raisonnables de no-flying zone à la frontière turque. Donc on a fabriqué maintenant un dispositif international relativement significatif dont la principale volonté est de nous faire un bras d'honneur, le cas échéant sur le dos des Syriens. Et malheureusement, des pans entiers de la révolution syrienne étaient dans les mains de ces impresaris totalement contre-productifs que nous avons été pendant un certain temps. Alors, on ne doit pas préjuger du rôle que va jouer la Turquie. On ne le sait pas. Salam, peut-être tu nous le diras. La Turquie va essayer de garder un strapontin pour l'opposition. Elle est en train de se battre. Mais elle le fait dans une conjoncture où nous avons laissé se discréditer complètement nos capacités d'intervention et nos valeurs dans cette région du monde. Merci. Une toute dernière question, ce sera vraiment la dernière. 5 mots, pourra-t-on faire enfin ici un débat, un réel débat sur la Syrie? Pas des monologues concurrents. On a eu de très nombreuses initiatives sur la Syrie, monsieur. Vous trompez? Non, excusez-moi, mais je fais partie... Je fais partie de la direction de l'IREMO. Je peux vous dire, on a eu des tables rondes, on a eu des controverses, on a eu des invités. On a même eu l'ambassadeur de Russie à Paris qui est venu ici expliquer, justifier la politique de la Russie. Enfin, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas fait un effort réel. Le vrai débat doit impliquer Bernard Cornu. Ah, voilà, ça c'est autre chose. Voilà, donc ça, on va examiner ça de très près. Merci beaucoup et merci surtout à François pour cette passionnante rencontre.